Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, le journal, voici les titres. L'État va payer les factures d'eau des populations touchées par la pénurie de ces derniers jours. Déclaration du président Macky Sall qui s'est rendu cet après-midi sur le site de Keur-Momar-Sarr. D'autres mesures d'urgence sont prises pour l'approvisionnement en eau des quartiers sevrés du liquide précieux. Le Sénégal en demi-finale de l'afro-basket féminin sur le ciel de Maputo. Les Lions ont survolé les aigles du Mali à l'issue d'un match qui aura cristallisé toutes les attentions. De même que Nigeria, Mozambique, le Sénégal et le pays organisateur rejoignent le carré d'as. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Tout d'abord, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni hier au Palais de la République. Lecture avec Alassane Cissé. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 26 septembre 2013 à 16 h au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de ses travaux, le Conseil a observé une minute de silence en mémoire des victimes du bateau le Joola. Dans sa communication, le président de la République a d'abord évoqué le souvenir collectif de la nation victime du naufrage du navire le Joola et réaffirmé à cette occasion sa sollicitude et celle du gouvernement à l'endroit des familles des victimes et des pupilles de la nation. Le chef de l'État a en outre demandé au gouvernement de hâter le désenclavement de la Casamance et de veiller à la sécurité et à la sûreté des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et des moyens de transport. Poursuivant sa communication, le président de la République est revenu sur le rôle de l'État dans la gouvernance des services publics stratégiques de la vie nationale, notamment l'électricité et l'eau. S'agissant particulièrement de l'eau, le chef de l'État a déploré la rupture dans l'approvisionnement en eau dans la région de Dakar. Il a réitéré dans cette épreuve difficile sa solidarité aux populations engagées, le gouvernement à prendre toutes les mesures et dispositions appropriées pour le rétablissement normal du service public de l'eau potable dans la région de Dakar, notamment pour les structures sanitaires et les populations des quartiers et localités de la capitale les plus touchées par la pénurie. Le président de la République a par ailleurs engagé le gouvernement à consolider le rôle proactif des services de l'État dans le système de production et de distribution de l'eau potable dans les centres urbains. Il a, dans ce sens, requis la mise en œuvre d'un audit assurance qualité des ouvrages hydrauliques, usines et canalisations réalisé par la SONES ainsi qu'un audit organisationnel, technique et financier de cette société nationale dont les rapports intermédiaires devront être disponibles avant la fin du mois d'octobre 2013. Clôturant ce point de son intervention, le chef de l'État a salué la patience et le sens élevé des responsabilités des populations, ce qui, selon lui, révèle jour après jour l'ancrage d'une nouvelle conscience collective et citoyenne dans notre pays. Concernant l'énergie, le président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer la fourniture continue du pays en hydrocarbures et en électricité, ainsi que de faire le point sur la gestion de la Sénélec. Au sujet des télécommunications et la santé, le chef de l'État a exigé un contrôle renforcé de la qualité des services délivrés et des coûts facturés aux usagers. Du reste, dans le cadre d'un meilleur pilotage des secteurs névralgiques de la vie de la nation, le chef de l'État a fait noter qu'il présidera régulièrement un conseil de veille sur les services publics stratégiques abordant la rentrée scolaire 2013-2014. Le président de la République a souhaité que la nouvelle année scolaire soit pacifique sur le front syndical et bénéfique à l'ensemble des acteurs du système. À cet égard, il a invité le gouvernement à accorder une attention soutenue et une prise en charge objective des revendications des enseignants par des concertations régulières avec l'ensemble des partenaires sociaux en vue de solutions durables et aptes à résoudre les difficultés du secteur. Sur le chapitre agricole, le chef de l'État a demandé au gouvernement l'exécution sans délai du plan de reconstitution du capital semencier ainsi qu'une préparation minutieuse de la campagne de commercialisation agricole 2013-2014 afin de fixer dans les meilleurs délais les prix aux producteurs. Au titre de son agenda, le président de la République a évoqué sa visite du 22 au 25 septembre 2013 aux États-Unis d'Amérique à New York pour participer à la 68e Assemblée générale des Nations unies. Devant la tribune des Nations unies, le président de la République a entre autres abordé
le bilan des objectifs du millénaire pour le développement, les priorités sectorielles et programmes post-OMD, la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique avec la mise en œuvre du programme des infrastructures pour le développement de l'Afrique, PIDA, à travers le NEPAD dont il préside le comité d'orientation. Lors de cette visite, le chef de l'État a participé à plusieurs rencontres, notamment la réunion organisée par la Banque mondiale portant sur le thème « Leadership dans la mise en œuvre des politiques publiques », le lancement de la campagne de lutte contre les violences sexuelles dans les conflits. Le président de la République a eu plusieurs entretiens, notamment avec le Premier ministre du Canada, le président du Chili et des investisseurs américains. Il a également rencontré la communauté sénégalaise vivant aux États-Unis avant de prononcer un discours à l'Université de Columbia. Le Premier ministre a présenté au Conseil une communication dont l'essentiel a porté sur la perturbation notée depuis 2 semaines de l'eau potable à Dakar. Le Premier ministre a ainsi relevé que la pénurie d'eau vécue à Dakar met en exergue des défaillances graves dans l'exploitation et la distribution de l'eau par la Société des eaux du Sénégal, SDE, et la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal, SONES, qui assure le financement des infrastructures de base dans le secteur. Tout nouveau contrat d'affermage signé avec la SDE devra nécessairement comporter des clauses qui assurent une protection optimale de l'État et des usagers en cas de manquement noté dans l'exécution des engagements contractuels de la part du fermier. Le Premier ministre a enfin abordé la question de la modernisation de l'administration en indiquant que les services de l'État devront travailler avec encore plus de rigueur, d'efficacité, de méthode et de célérité en vue d'ancrer la culture de la gestion axée sur les résultats dans les différents départements ministériels qui devront à leur tour développer en leur sein des capacités plus affirmées de planification, de suivi-évaluation et de productivité. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rendu compte au Conseil de l'état d'avancement des travaux de réparation de la conduite d'eau de Keur Momar-Sarr. Il a indiqué à ce sujet que les techniciens se montrent très optimistes quant à la finalisation dans des délais très raisonnables des travaux. Le ministre de l'Énergie a informé le Conseil des défaillances notées au cours de la semaine sur le réseau de production et de distribution d'énergie électrique en expliquant les facteurs conjoncturels qui en sont la cause. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a présenté une communication sur le déroulement de la campagne agricole qui a fait apparaître un taux de cession des intrants engrais de 93,95% sur un objectif de 69 967 tonnes sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication sur la prochaine rentrée scolaire. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale CPI adopté à New York le 16 septembre 2002. Le Conseil a adopté les mesures individuelles suivantes. M. Seydou Sissal, ingénieur polytechnicien, matricule de solde numéro 504-620E, est nommé délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et de Lac-Rose. M. Ibrahima Ndiaye, expert en organisation et méthode, matricule de solde numéro 511-578A, est nommé directeur général du avec le reportage de Ibrahim Mandong. Dans le même temps, c'est le plaidoyer pour une gestion rationnelle de l'eau au Sénégal. La journée mondiale du tourisme célébrée ce 27 septembre a servi de tremplin pour lancer un appel et débattre sur le thème « Le tourisme et l'eau protégée, notre avenir commun ». Pape Djibril Fall. Le tourisme et l'eau, protéger notre avenir commun. Ce thème interpelle les établissements touristiques et les touristes eux-mêmes. Ils sont invités à rationaliser leur consommation en eau. L'objectif principal de cette journée mondiale, c'est de sensibiliser la commission, c'est de sensibiliser tout simplement toutes les personnes à prendre conscience, je dirais même, de l'importance du tourisme. Imaginez un client quand même qui vient de l'Europe et qui se trouve confronté à un problème de pénurie d'eau au niveau de l'hôtel. Imaginez ces désagréments-là que peut vraiment constituer cette pénurie d'eau-là. Cette journée organisée par la région de Dakar a vu la participation de beaucoup d'acteurs du secteur. Les communications ont porté sur le rôle que devrait jouer le tourisme dans la préservation du liquide précieux. Le touriste en vacances a tendance à devenir un gros consommateur de ce précieux liquide. Aussi, peut-on dire, sans se tromper, que sans eau, point de tourisme.
on peut raisonnablement être choqué par certaines situations où les populations manquent d'eau, là où les gazons sont quotidiennement bien arrosés et les piscines bien remplies. Pour leur part, les professionnels du tourisme se disent conscients des enjeux du moment. L'hôtellerie, par croissance aussi, le tourisme est une activité qui consomme énormément d'eau et d'électricité. Je reconnais que depuis 20 ans, l'Organisation mondiale du travail travaille sur des normes, sur des principes, sur des projets pour économiser davantage l'eau au niveau des grosses destinations touristiques. Pour les experts, le tourisme peut offrir plus de solutions quant à la conservation et à l'utilisation durable des ressources hydriques. Le moment est donc venu de s'engager davantage pour protéger notre avenir commun. Éducation, le gouvernement compte instaurer un dialogue permanent avec les acteurs du système éducatif. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 3 octobre prochain, le débat est lancé afin d'anticiper sur les probables problèmes. À Wangaï. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier, la fin du PDF, le démarrage du nouveau paquet jusqu'en 2025 et surtout l'acte 3 de la décentralisation qui consacre un transfert massif des ressources. Dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, qui devra se traduire par une territorialisation des politiques publiques, nous pensons qu'il y aura davantage de responsabilités au niveau local, au niveau des collectivités locales, des élus, mais également au niveau déconcentré, des IA, des IE. Je pense que de ce point de vue-là, le ministre nous a réconfortés par rapport à sa réponse. Se félicitant de l'élan de solidarité et surtout de l'engagement de ses collaborateurs, le ministre de l'Éducation est revenu sur les missions et les valeurs que cela suscite pour que l'élève soit au cœur du système éducatif. Chaque intervention que nous faisons, chaque dépense que nous effectuons, chaque mesure que nous prenons doivent être appréciées à l'aune de l'intérêt de l'élève et du citoyen qu'on nous a chargé d'éduquer, de construire, de bâtir. Nous devons traiter tous les acteurs, nous devons traiter les citoyens de façon équitable et juste. L'année scolaire démarre ce 3 octobre. Les différents acteurs présents dans cette rencontre sont suffisamment sensibilisés sur les défis d'une année scolaire apaisée et d'une gestion efficiente et efficace. Dans le même sillage, Thiès et Diourbel diagnostiquent les problèmes qui affectent l'enseignement technique et l'artisanat. Président de chambre de métiers et inspecteurs d'académie des deux régions ont listé leurs difficultés au cours d'un CRD présidé par le ministre Mamadou Talla Savoura-Sow. D'abord, le ministre s'est rendu au lycée technique Cheikh Amadou Bamba, à la salle de câblage, de fabrication de pièces ou encore au labo technique. Mamadou Talla s'est rappelé des beaux jours de sa carrière dans cet établissement où il a dispensé des cours en électrotechnique pendant 3 ans. Ensuite, la délégation s'est rendue à la chambre des métiers. Ici, les groupements de femmes présentent le résultat de leur toute dernière formation en transformation des céréales locales. Cap sur le Créteil de Diourbel, un vaste centre en cours de construction. Direction, la gouvernance, pour discuter de choses sérieuses et préparer la rentrée des classes. Devant la tutelle de tous les directeurs nationaux, inspecteurs d'académie et présidents de chambre des métiers ont fait l'état des lieux avant de battre en brèche la question de la qualité de l'enseignement. Par des présentations détaillées, plusieurs contraintes ont été évoquées. Parmi elles, le suivi des recommandations. Nous avons noté que le suivi n'était pas très efficace. Et nous avons proposé qu'il soit mis en place un dispositif avec imputabilité, c'est-à-dire qu'on dise pour chaque recommandation qui est responsable. Les disparités entre filles et garçons dans les écoles sont aussi revenues dans les débats. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte concentration des filles dans certaines filières, mais qu'au niveau des filières purement techniques, il n'y avait presque pas de filles. Pour l'essentiel, il n'y avait que des garçons. Dans ce Baol, les populations vivent de leur art. Un artisanat qui souffre de manque de formation et d'organisation. Et pourtant qui occupe la presque totalité de la force vive. Et au ministre de leur expliciter clairement la réforme de l'artisanat et son articulation avec la formation professionnelle. Il est urgent de réformer ces deux secteurs pour assurer l'employabilité des jeunes. L'employabilité des jeunes passe d'abord par une formation diplômante, par une formation professionnelle diversifiée
en phase avec ce qui est demandé au niveau local. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire, et ici, et à Ziguinchor, et à Sédhiou, et à Matam, et également à Louga. Les sécages des ODAR seront installés à travers tout le pays, tout en tenant compte de la question des handicapés. D'ailleurs, la construction d'un centre qui leur est propre est prévue à Thiès. Quel plan lumière pour améliorer l'éclairage public? La réflexion est en cours à Saint-Louis. La commune entend s'inspirer des bonnes expériences de ses partenaires dans le continent afin d'offrir un éclairage public moderne aux collectivités. Mamou Sagnan. Le constat est clair. Dans nombre de villes africaines, la lumière fait défaut. À la tombée de la nuit, la plupart des capitales sont plongées dans l'obscurité. Du coup, l'insécurité prend place. Ce qui n'est pas pour valoriser ces collectivités locales qui disposent d'un riche patrimoine culturel et touristique. Pour créer des villes lumière, des experts venus de différents pays d'Afrique ont partagé leur expérience avec des maires du Sénégal. Nous avons, nous, au cours, disons, de notre expérience, nous avons pu gagner sur les coûts. Grâce, disons, à un travail méthodique où on a mis assez de temps pour le maîtriser. Donc il fallait former des jeunes qui sortent des écoles et il fallait ensuite avoir du matériel aussi pour faire la maintenance. La lumière est un atout majeur pour une grande ville, surtout pour des cités religieuses comme Touba ou Tivaouane. Et de grandes villes comme Saint-Louis ou Dakar veulent s'inspirer de Rabat ou d'Alger pour devenir des villes lumière. Il était extrêmement important que nous puissions nous enrichir de l'expérience qui s'est faite au niveau international et aussi de la qualité et surtout de l'attractivité que peut apporter une bonne gestion de réseaux d'éclairage public dans une ville et surtout dans des villes patrimoine comme Saint-Louis ou dans les cités religieuses comme Tivaouane, Touba. Les maires du Sénégal ont trouvé le plan lumière d'une ville très moderne avec des retombées comme la prolongation des activités nocturnes, l'amélioration de la qualité de vie des usagers, l'image de marque de la ville rayonnante. Les négociateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre préparent la 9e conférence ministérielle de l'OMC qui doit se tenir en décembre en Indonésie. Avant cette date, les experts se concertent et entendent parler d'une même voix. Les travaux ont démarré hier en présence du ministre du Commerce, Alioune Sarr. Plus de détails avec Alsan Titio. 12 ans de cycle de Doha, 12 ans d'impasse. L'heure est aujourd'hui à la mobilisation africaine à Dakar. Direction la 9e conférence ministérielle de l'OMC prévue à Bali en Indonésie au mois de décembre prochain. En attendant, il s'agit à présent, grâce à l'appui du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, de mieux outiller les négociateurs venus de l'Ouest et du centre du continent sur les principaux dossiers. Le credo des organisateurs, c'est permettre à l'Afrique de parler d'une seule et même voix. Le chemin qui est en train de se dessiner, si on y prend garde, si on ne fait rien, c'est que les pays, les puissances commerciales pourraient s'entendre sur un certain nombre d'éléments importants pour eux et qui excluraient les intérêts des pays les plus faibles. C'est une, disons, perspective que nous ne voulons pas voir advenir. Pour rappel, depuis l'entrée en vigueur des accords de l'OMC le 1er janvier 1995, l'Afrique a subi beaucoup plus qu'elle ne tire profit de la mondialisation du système commercial marqué par une ouverture des marchés. Dès lors, pour le ministre en charge du commerce Alioune Sarr, les négociations ne peuvent se concevoir qu'à l'aune des priorités économiques des pays africains et des choix opérés dans le cadre des politiques commerciales endogènes. Il faut que les accords auxquels nous allons aboutir, qu'on se batte pour qu'ils soient conformes à nos engagements politiques également auprès de nos populations. Nous sommes dans un commerce international ouvert, mais également nous avons des engagements politiques et les dirigeants africains doivent également rendre compte auprès de la population parce que nous avons des systèmes démocratiques. Pour poser davantage sur l'échiquier du commerce multilatéral, les pays africains, qui ne représentent qu'environ 5% des échanges commerciaux, doivent surtout éviter d'aller aux négociations commerciales en ordre dispersé, comme ce fut le cas, on se le rappelle, avec les APE, les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Cette rencontre de Dakar a bénéficié du soutien, entre autres, de l'OIF et de la CEDEAO. Des sages-femmes bien formées, il y en a suffisamment au Sénégal. Des sages-femmes sans emploi, il y en a encore au Sénégal. Alors que plusieurs structures sanitaires en manquent, l'État affiche sa volonté de renforcer le personnel dans cette discipline fort contraignante mais passionnante. Diana Badia ouvre le dossier. La journée s'annonce belle à la salle d'accouchement. Une petite fille vient de naître sans complications. Les sages-femmes s'occupent de la maman qui se porte bien.
Mariam Kamara fait partie de l'équipe. Elle exerce le métier depuis 2008 et elle en est fière. C'est un métier passionnant, vraiment que j'ai choisi avec beaucoup d'amour depuis tout petit. À la maternité de l'hôpital principal de Dakar, à 7h30 déjà, tout le personnel est à pied d'œuvre. En plus de celles qui sont à la salle d'accouchement, d'autres femmes vêtues de rose font le tour des salles d'hospitalisation. On prescrit, on fait les soins, mais s'il y a des cas qui nous dépassent, là, on interpelle le gynéco. La planification familiale, autre tâche que les sages-femmes assurent. Elles se chargent ainsi de la santé de la mère, de l'enfant et même de la famille. Ici, le travail est supervisé par Mme Astafallo. Cette ancienne comptable reconvertie en sage-femme en 1986 et mère de 5 enfants. Madame Lo, qui va bientôt à la retraite, a su concilier travail et vie de famille. Avec notre métier, beaucoup d'hommes se sont découragés à un moment donné, prendre des deuxièmes femmes, alors que ça ne nécessite même pas ça. Grâce à l'aide de mon mari, j'ai pu concilier les deux. Vraiment, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Les Sénégalais, de leur côté, apprécient différemment le comportement des sages-femmes dans leur travail quotidien. Je trouve qu'elles font bien leur travail car les consultations se font normalement. Tu amènes une malade une fois à la salle d'accouchement. Tu n'as aucune possibilité d'avoir de l'information. Les sages-femmes refusent de répondre aux questions et c'est difficile. Le déficit de personnel dans beaucoup d'hôpitaux et postes de santé, surtout dans les zones reculées, fait que les sages-femmes sont souvent submergées de travail. Et cela peut déteindre sur leur comportement. 2 sages-femmes pour faire 30 accouchements pendant une nuit, à la fin on se casse. Pour faire face à la situation, un plan national de développement des ressources humaines pour la santé couvrant la période 2011-2018 a été élaboré. Il prévoit le recrutement de 4 781 sages-femmes, ce qui revient à près de 600 sages-femmes par an, un planning loin d'être respecté. De 2006 à nos jours, il y a eu des recrutements que de 200 sages-femmes. Selon le ministère de la Santé, les écoles de formation ont mis sur le marché 1050 sages-femmes d'État entre 2006 et 2009, ce qui équivaut à 350 sages-femmes par an. L'engagement des personnels ne relève pas exclusivement de la tutelle. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale ne peut faire qu'une expression de besoin à qui de droit. Qui de droit, c'est le ministère de la fonction publique qui a la prérogative de recruter. Paradoxalement, beaucoup de sages-femmes sont au chômage, pendant que les structures sanitaires en manquent. À la capitale, on compte 63 écoles de formation. À l'ENDS, seule école publique à Dakar, la sélection à l'entrée est rigoureuse. Nous recrutons chaque année 35 étudiants dans la section sage-femme d'État. Et pour intégrer l'école, il faudrait avoir le baccalauréat SL, donc les séries SL. Et il faut être admis au concours pour venir ici à l'école. La plupart des candidates non retenues se ruent vers les écoles privées. À leur sortie, peu de chances d'entrer dans la fonction publique. Les structures privées de santé préfèrent recruter des sages-femmes qui ont déjà une expérience, ce qui contribue à appauvrir les hôpitaux et postes de santé publics. Par ailleurs, les blouses roses veulent se doter d'un ordre qui pourrait contribuer à mieux réguler leur noble métier. Sage-femme des temps modernes, au dossier signé Jaina Bada. Le Mont Roud, la mosquée des deux orientations, celle de Kouba, voilà les quelques lieux saints que les pèlerins sénégalais ont visités ces 2 derniers jours. Sur les pas du prophète de l'islam, les Oudjadj ont sacrifié au rituel avec nos envoyés spéciaux Alioune Ndiaye et Oumindour. L'attraction principale de Médine est sans conteste la grande mosquée qui abrite le tombeau du prophète de l'islam. Mais la cité sainte compte aussi d'autres sites qui valent leur pesant d'or pour les fidèles musulmans.
C'est le cas du cimetière des martyrs du mont Uhud où se sont rendus les pèlerins sénégalais. Assalamu alaikum. C'est un devoir pour nous de rendre hommage à notre prophète, paix et salut sur lui. C'est mon 14e pèlerinage. Et à chaque fois, je vis la même émotion. Plusieurs Sahaba, des compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, reposent ici. Ils ont été tués au cours de la deuxième grande bataille de l'histoire de l'islam en 625 de notre ère. Parmi eux, Hamza, l'oncle de Sayyidina Mohammed. Je ne peux décrire ce que je ressens. Je rends tout simplement grâce à Allah. On ressent vraiment la joie, la peine. On est heureux de venir sur cette terre sainte, vraiment, de visiter les sabbats qui sont là. Deuxième étape de ce périple médinois, la mosquée aux deux orientations, ou Masjid al-Qiblatayn. Alors que les premiers musulmans se dirigeaient vers Jérusalem pour prier, c'est en ces lieux que l'ange Gabriel intima l'ordre divin au prophète de l'islam de se tourner dorénavant vers la Mecque. Depuis que je suis arrivé, je ne cesse de rendre grâce à Allah, car je ne trouve pas les mots pour exprimer cette sensation. Autre mosquée dans laquelle les Sénégalais se sont recueillis, celle de Quba, une mosquée particulière pour le prophète de l'islam. Venant de la Mecque, c'est ici qu'il s'est en effet arrêté pour prier avant d'entamer son exil médinois. Le prophète a demandé à Allah de donner à chaque musulman qui est venu ici faire ces deux prières, de lui donner une maison au paradis. Ces deux prières-là équivaut par exemple à une umrah. Uhud, Masjid al-Qiblatayn et la mosquée de Quba, trois lieux qui ont marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Plus de 14 siècles après, ils continuent de marquer les millions de fidèles musulmans qui chaque année viennent s'y recueillir. 6 blessés, c'est le bilan de l'explosion qui est survenue sur le site de Keur-Momar-Sarr. Sur place, les travaux se poursuivent. Notre reporter Ibrahim Andang est allé justement voir comment tout cela se déroule après cette explosion. La conduite défectueuse totalement engloutie. L'explosion qui s'est produite hier aux environs de 22h a provoqué l'éclatement de ce tuyau de diamètre 1,20 m. À l'origine, une forte pression de 6 bars, soit 60 mètres de colonne d'eau. Pourtant, les techniciens étaient à la phase de remblayage. Conséquence, tout ce qui gravitait autour du cratère a été projeté par la violence de l'explosion. Donc ça a été une explosion assez forte qui nous a tous projetés parce qu'on était tout autour du cratère, donc ça nous a projetés sur quelques mètres. On a été recouvert d'eau, de sable et de détritus. Mais alhamdoulilah, il y a eu plus de peur que de mal. Donc on a eu à relever sur place 6 blessés qui ont tous été évacués au niveau d'abord du district sanitaire de Keur-Momar-Sarr où les premiers soins ont été prodigués. Et après, ils ont été ensuite évacués sur l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Et à l'heure où je vous parle, tous ces blessés sont sortis. Donc ils sont tous sains et saufs. Ibrahim Ndiaye, lui, a frôlé le pire. Ce chef de chantier de la SAD était à ce point précis au moment de l'explosion. Après effet de choc, il s'est retrouvé sous les réservoirs. Quand on a fini de procéder à nos serrages et réglages, on devait contrôler la mise en eau. À un certain niveau, nous avons constaté qu'il n'y a plus de fuite, mais nous avons entendu un bruit de fragmentation. Et c'est en ce temps qu'on a demandé à nos éléments qui se trouvaient à l'intérieur de dégager les lieux. Lorsqu'on devait quitter les lieux, c'est en ce temps que l'explosion s'est produite. Moi, avec un de mes collègues, nous étions projetés près des ballons. Ce tuyau de fonte n'a pas résisté à la pression de l'eau, mais la Sénégalaise des eaux avait déjà prévu un plan B. Avec de l'acier, pour pouvoir assurer, en cas de problème, la continuité du service public. Donc aujourd'hui que cette solution, lors de la remise en eau, n'a pas pu supporter la pression équivalente à 60 mètres de colonne d'eau, nous mettons en place la solution B qui est de l'acier. Pour trouver une solution rapide et durable, d'autres entreprises ont été mises à contribution. Nous avons quand même l'apport d'entreprises importantes comme le SAE qui pilote le projet, appuyé par la CMA
avec un bureau de contrôle de soudure qui s'appelle BASCO. Nous pensons que l'ensemble des conditions seront réunies pour une reprise en service. Et nous saluons aussi la décision de l'État de nous faire assister par les Chinois qui vont venir aujourd'hui et aussi la coopération française qui va nous aider. Une situation qui ne laisse personne indifférent. C'est le cas des parlementaires qui sont venus s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. La Commission a pris la décision de venir visiter les installations, s'enquérir de la situation qui se passe et pour également encourager donc, les techniciens qui sont sur place, mais également parler aux Sénégalais, leur demander d'être encore patients. Il est vrai que le temps a duré, mais c'est une panne aussi sérieuse. C'est une panne sérieuse qui demande vraiment des efforts supplémentaires. Bon, c'est pourquoi les ouvriers que nous avons trouvés ici, les cadres, les responsables, ils sont, depuis que la panne est intervenue, sur le pied de grue pour apporter des solutions. Voilà plus de 2 semaines que des quartiers de Dakar sont privés du liquide précieux. Voilà aussi autant de temps que les techniciens s'investissent pour trouver la formule magique. Objectif, soulager les populations. Je vous le disais, nous reviendrons sur la visite du président de la République Macky Sall sur le site de Keur Momar-Sarr en page spéciale. Sport football, l'ancien international sénégalais Omar Daf a été nommé ce vendredi coach par intérim de Sochaux, un club français qui évolue en Ligue 1. La nomination de Daf intervient 48 heures après la démission du titulaire au poste, Eric Elie. Ibrahim Boub. Omar Daf, une fierté sénégalaise. Titulaire d'un diplôme d'entraîneur professionnel de football, l'ancien latéral des Lions fera ses grands débuts sur le banc du FC Sochaux ce samedi face à Valenciennes. Il sera à la tête d'un trio de techniciens. Le club doubiste, lanterne rouge de la Ligue 1 avec 2 points au compteur après seulement cette journée, peut compter sur le capital expérience de Daf pour rebondir. Un enfant du club qui connaît bien la maison pour l'avoir fréquenté pour la première fois dès l'âge de 19 ans. Avec les Sochaliens, il a connu la relégation en L2, les délices de la L1, de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. En plus, Omar Daf a la confiance du président du FC Sochaux qui pense que l'homme a les qualités pour cette mission ponctuelle. Âgé de 36 ans, décrit comme un sage, une personne humble, très respectueux et respectable, Omar Daf devrait pouvoir trouver les mots justes pour gonfler à bloc ses joueurs. Ses 53 sélections en équipe nationale, sa finale de Coupe d'Afrique et son quart de finale de Coupe du Monde en 2002 seront certainement mises à profit pour faire de ce coup d'essai sur le banc un coup de maître. Bonne chance à ce Lion de 2002. Football toujours, Côte d'Ivoire-Sénégal. L'État s'engage à mettre les bouchées doubles pour mettre l'équipe du Sénégal dans les meilleures conditions pour le match aller prévu le 12 octobre à Abidjan. Affirmation du directeur de la haute compétition qui appelle toutefois le peuple sénégalais à l'union autour des Lions. Sahelinko Sissoko. Elinko Cicero qui n'est pas encore prêt. Nous entrons dans l'actualité phare de cette journée avec le basket. Le Sénégal qui prend le dessus sur le Mali. Les Lions ont surclassé les Aigles sur un score assez fleuve, presque 20 points d'écart. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Abdoulaziz Ban. Les Lions retrouvent le sourire après la défaite face au Mozambique. Elles ont disposé du Mali pour se qualifier en demi-finale. Voilà, 67, une seconde à jouer, moins d'une seconde même. Et voilà, victoire du Sénégal, le Sénégal qui est qualifié pour les demi-finales. Regardez cette image. Les Lions ont longtemps mené dans ce premier quart-temps, mais juste avant la fin, le Mali passe devant avec ce tir primé et remporte ce premier quart-temps par 14-12. Les Sénégalais se ressaisissent dans le deuxième quart-temps. Elles passent devant au tableau d'affichage. Le Sénégal creuse petit à petit l'écart. Les Maliennes résistent, mais les Lions remportent ce quart-temps par 32-21. 11 points d'écart pour aller à la pause. Au troisième quart-temps, la bonne défense des Lions crée des problèmes aux Maliennes qui peinent à trouver le cerceau. Les protégés de Moussa Touré continuent à inscrire des paniers. Le Sénégal remporte ce troisième quart-temps par 49-27. Je savais pas comment dire gâteau Au quatrième quart-temps, le Mali revient petit à petit au tableau d'affichage. Les Lions n'y arrivent plus. Moussa Touré est obligé de demander un temps mort pour parler à ses joueuses.
Ça, la leçon a été donnée. Le message est entendu. Oumou Khairi Thiam se signale avec ce tir primé. Le Sénégal gagne le match par 67 à 44. Les Lions vont rencontrer l'Angola victorieuse de l'Égypte par 84 à 49. Le Mozambique, pays organisateur qui a peiné face au Nigeria, s'est ouvert les portes des demi-finales. Le Mozambique a assuré sa qualification à 1 seconde de la fin et va rencontrer le Cameroun qui a disposé de la Côte d'Ivoire par 62 à 48. Une défense bien organisée des remplaçantes de Mme Jojo Diouf, bien à la tâche. Ce sont là les clés du match Sénégal-Mali, mais le plus dur reste à venir. Le Sénégal rencontre l'Angola en demi-finale. Réaction d'après-match avec nos envoyés spéciaux. Quart de finale qui a été très disputé, donc c'était un derby local. On a gagné ce derby. Les filles ont très bien répondu, ont très bien joué. Donc ils étaient concentrés, ils ont tenu des réunions, focus sur l'objectif. Alors donc c'était bien aujourd'hui. Les filles, elles savent défendre, elles connaissent beaucoup de choses. C'est des professionnels, donc elles s'adaptent vite à la situation. Mais maintenant, on devrait s'activer autour du rebond. Avoir beaucoup de présence au niveau du rebond, faire des box-out et jouer avec plus de rigueur. Parce qu'un championnat, ça demande un peu plus de rigueur à ce niveau. Oui, bien sûr, l'absence de Jojo, mais Fadien était là, il a beaucoup joué. Vous avez vu enfin un truc, elle ne tenait pas physiquement parce qu'elle n'a pas l'habitude. Mais Oumou Khairi est venu donc, pour réorganiser les jeux. Donc, ça se voit qu'elle est capable de jouer poste 1, poste 2. Ça nous a donné beaucoup de satisfaction. Toutes les équipes se valent actuellement. Donc, vous avez vu que Mozambique a failli perdre contre le Nigeria. Ce sera tough, ce sera dur. Donc, le meilleur va gagner, on va faire tout pour être le meilleur. C'était une rencontre dure. On l'a abordé sereinement parce qu'on savait que ça n'allait pas être facile. On connaît le Mali, on a joué pas mal de fois contre elle. On a essayé de s'organiser en défense en faisant une zone tassée parce que le secteur intérieur quand même est un peu redoutable. Ça nous a réussi et on a pu garder notre fraîcheur un peu en tournant le banc et en ayant beaucoup plus de rebonds qu'elle. Je vous l'annonciais, football Côte d'Ivoire-Sénégal, l'État s'engage à mettre les bouchées doubles pour une préparation du match aller le 12 octobre à Abidjan. Affirmation du directeur de la haute compétition qui appelle toutefois les Sénégalais à l'union autour des Lions. Sahelinko Sissoko. Le succès de l'équipe nationale tient à cœur l'État. Il a déjà sécurisé 150 millions de francs CFA pour le match aller. Alors que la fédération a présenté un budget estimatif de 167 millions de francs CFA, face à la presse, le directeur de la haute compétition a donné les garanties d'une bonne préparation. C'est le coût du transfert international qui a fait que le budget que nous a présenté la fédération, comme je vous l'ai dit, est exactement de 167 636 534. Donc il y a un gap de 17 millions que nous allons effectivement essayer de chercher. Sur le choix du camp d'entraînement de Paris, l'État a approuvé la décision de la fédération, de même que le match retour devant se jouer à Casablanca. Il est clair que le choix des terrains, le choix des lieux d'entraînement, le choix des hôtels incombe entièrement à la fédération. Il s'y ajoute que nous avons aussi discuté sur le choix de Casablanca pour abriter le match retour. Là aussi, la fédération nous a donné des arguments qui les ont motivés à choisir la ville de Casa. Le directeur de la haute compétition a lancé un appel aux organisations de supporters à une grande mobilisation. Selon lui, le succès des Lions est un enjeu national. L'avocate Mme Bassignon est décédée ce vendredi matin à Dakar des suites d'une longue maladie. La défunte, 62 ans, fut membre fondateur de l'association des juristes sénégalaises. Elle était également considérée comme la première femme noire inscrite au barreau de Dakar en 1975. Mme Bassignon avait dirigé le Haut Commissariat aux droits de l'homme. La levée du corps est prévue demain à 9h à l'hôpital principal de Dakar. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Rendez-vous un peu plus tard dans la soirée pour d'autres informations du Sénégal et du monde. Après le générique, une page spéciale sur la visite du président de la République à Keur-Momar-Sarr avec Pape Birame Pique Ndiaye.
ñun waa Orange xam nañu ni da ngeen bëgg